Quelques mots de présentation, bien sûr, des membres du panel, quelques mots de mise en scène de cette discussion. Thérèse Delpech avait une vision très carrée de ce que sont les relations internationales en Asie, et vision très carrée qui, pour certains aspects, sont des points de vue qui, aujourd'hui, sont devenus des points de vue de consensus, et pour d'autres, sont encore sujets à débat. Sur le consensus, je soulignerai tout simplement sa compréhension précoce de l'ampleur du bouleversement stratégique qu'allait représenter l'émergence des puissances asiatiques, et notamment, bien sûr, de la Chine et de l'Inde. Et elle a eu raison très tôt, et elle n'a pas cessé d'avoir raison en la matière. Je vais y revenir dans un instant. Et là où la controverse commence, c'est qu'en caricaturant une pensée qui est plus subtile que ce que je vais exprimer, et si on voulait résumer en une phrase caricaturale sa pensée, on pourrait dire Inde bon, Chine mauvais. Elle avait une répugnance profonde à l'encontre de la Chine, et elle avait une appétence non moins profonde vis-à-vis de l'Inde. Et elle étayait ce que je présente de façon caricaturale en ce moment. Elle nourrissait cette vision de la région et ses conséquences, bien sûr, à l'échelle globale, à travers, bien sûr, son système de valeurs. La Chine et l'Inde n'appartiennent naturellement pas au même ordre politique en termes de valeurs. Et réflexion nourrie aussi par ce qui a été rappelé par, je crois, Bruno Tertrais il y a quelques instants, c'est-à-dire sa crainte devant la propension de la prise de risque dans les systèmes autoritaires, les systèmes auxquels la Chine appartient indubitablement. Et ce positionnement très robuste de Thérèse Delpech par rapport à l'Asie, par rapport à l'importance de l'Asie, par rapport au positionnement respectif de la Chine et de l'Inde, nous allons certainement en parler. Mais il découlait de la vision que Thérèse avait de l'importance de l'Asie une conséquence très, très pratique. Et ceux ici qui ont participé au Livre blanc en 2007-2008 s'en souviennent. Et si je le mentionne ici, c'est parce que nous allons démarrer très rapidement un nouveau Livre blanc. Vous vous souvenez tous que dans le Livre blanc, il y a une carte qui figure la zone d'intérêt vitaux de la France. Cette carte a souvent été appelée par des observateurs plus ou moins attentifs comme étant l'arc de crise. Et effectivement, regardez la carte comme ça, vous avez l'impression que c'est l'arc de crise de Brzezinski, hein, The Greater Middle East, et The Arc of Crisis. Et alors que ce que décrit cette carte, c'est le lien entre l'Europe et l'Asie. Et il se trouve que dans cette grande connexion qui relie l'Europe à l'Asie, il se trouvent les pays du Moyen-Orient et les instabilités et les situations chrysogènes qui peuvent les caractériser. Et Thérèse avait une vision stratégique centrée autour de la puissance émergente de l'Asie. Cette étoile polaire-là, en termes géostratégiques, est une contribution qui, je crois, va demeurer. Et on en reparlera. Je me tourne maintenant vers nos intervenants.
qui vont parler dans l'ordre alphabétique. Donc d'abord David Omand. J'ai demandé à chacun d'entre eux d'écrire leur affiliation en une phrase. Comment est-ce que vous voudriez que je vous décrive? Et Rakesh Sood a immédiatement dit « Describe me as a friend of Thérèse Delpech ». Alors je lui ai dit « Mais là, vous ne m'aidez pas beaucoup, parce que tout le monde ici est ami de Thérèse Delpech. Si vous m'aviez dit que vous étiez un ennemi de Thérèse Delpech, ça vous aurait singularisé. Alors, s'il vous plaît, trouvez-moi une autre phrase. » Ce qu'il fit. Mais donc d'abord, David Omand, professeur à King's College, mais évidemment bien d'autres choses encore. L'homme qui a été au cœur de la doctrine du contre-terrorisme au Royaume-Uni, l'homme qui a inventé dans son application dans le domaine stratégique et sociétal le concept de résilience, qui a d'autres origines, naturellement, et l'homme qui a été au cœur aussi de la réforme du système de renseignement au Royaume-Uni. Des incarnations multiples et extraordinairement impressionnantes. Et c'est aussi un très grand ami de notre pays il avait été auditionné pendant le Livre blanc et ce qu'il avait dit à cette époque-là, vous en retrouvez plus que des traces dans le document. Brad Roberts, également un vieil ami, de l'époque où j'étais directeur de l'IISS, des incarnations également multiples, mais à sa définition actuelle, et elle est totalement pertinente par rapport à notre sujet du jour, Senior Official in the Obama Administration with special reference to nuclear deterrence issues. Très précis. Rakesh Sood, alors la définition, a theoretical physicist working for 36 years as a diplomat and in particular 10 years as head of strategic affairs at the Ministry of Foreign Affairs. Et naturellement, c'est des Français, un certain nombre de Français qui sont ici, l'homme qui a été dans tous les dialogues stratégiques entre notre pays et l'Inde. Et sans plus attendre, et un quart d'heure chacun, grosso modo. David, over to you. Je vous remercie tous pour votre invitation à cette colloque. I hope, in a small way, to represent the very many friends. Pouvoir modestement représenter les nombreux amis et collègues qu'avait Thérèse au Royaume-Uni, remontant à l'époque où elle travaillait à l'Institut des études stratégiques internationales de Londres. Eh bien, le titre de cette table ronde, l'Asie et nouveau centre stratégique de gravité, est certainement un texte qui aurait été ratifié par Thérèse en ce qui concerne le rôle des armes nucléaires et le nouvel ordre mondial, car elle a écrit un article pour le magazine Survival juste avant le début du siècle. Et elle a décrit le fait que les questions les plus complexes en matière de nucléaire se trouvent situées en Asie. Elle était l'une des premières à voir l'importance qu'il y avait accordé davantage d'attention à l'Asie. À titre d'avertissement précoce de toute la complexité et de l'instabilité qu'il y a à avoir davantage de pouvoir et de puissance nucléaire en dehors des relations bipolaires entre les États-Unis et la Russie. Et ce sentiment a trouvé écho depuis chez Hillary Clinton lorsqu'elle disait que l'Asie-Pacifique est l'élément qui inspire la politique internationale. Et maintenant, nous avons eu le pivot des États-Unis et ce rééquilibrage, devrais-je dire, vers le Pacifique. Donc, il est possible que si Thérèse avait été parmi nous,
Mais triste de voir que si nous avons ce symposium, c'est parce qu'elle n'est plus là. Mais elle aurait mis en doute le fait qu'il n'y a qu'un centre stratégique de gravité. Elle aurait indiqué d'autres domaines comme l'Arctique, où le changement de climat permet l'exploitation des minerais, donc une concurrence entre les États. Mais malheureusement, c'est un livre qu'elle n'écrira pas. Mais où Thérèse aurait-elle démarré cette discussion-ci? Eh bien, étant donné sa formation philosophique, dont nous avons beaucoup entendu parler ce matin, elle aurait peut-être commencé par vérifier que nous n'étions pas en train de commettre une erreur de catégorie, comme diraient les philosophes, dans l'analyse des véritables problèmes stratégiques de l'Asie, en utilisant le terme, un seul terme, l'Asie, parce que c'est un concept culturel plutôt qu'un concept géographique. Et on ne commence que seulement à ressentir que c'est un concept culturel pour ceux qui vivent, en fait, dans ce que nous appelons l'Asie. Thérèse aurait pu nous rappeler, étant donné sa formation, elle nous aurait rappelé la cartographie des Grecs antiques et ont été les premiers à distinguer l'Europe de l'Asie avec Hérodote, qui a défini l'Asie mineure et l'Asie majeure. Et sous l'Empire romain, c'était le fleuve Don, qui était la frontière occidentale de l'Asie. Et puis, elle nous aurait rappelé aussi de ce considérable décalage dans la pensée qui s'est produit à la suite de Catherine la Grande, qui a situé la frontière à l'Oural, faisant de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le 1/5 occidental de ce territoire eurasien. Donc, à des fins d'analyse stratégique, il serait bon qu'on nous rappelle de ce que Thérèse appelait l'Asie occidentale. Et elle y incluait, dans ce terme, ce que nous appellerions maintenant le Moyen-Orient, avec toutes les complexités de l'ambition de l'Iran pour l'armement nucléaire, dont nous avons parlé déjà ce matin, le statut non déclaré d'Israël et ce que nous appelons la bombe islamique entre les mains du Pakistan. Et à la suite de cette logique, on pourrait considérer l'Afghanistan et le Pakistan comme étant, une fois encore, le centre d'un grand jeu se déroulant entre la Russie et la Chine. Nous avons vu que le Conseil de coopération de Shanghai avait rassemblé les présidents de l'Afghanistan, du Pakistan à Pékin, avec une signature par la Chine d'un accord stratégique avec l'Afghanistan visant l'exploitation au long terme des ressources minérales et offrant de l'aide importante au Pakistan pour soutenir cette ambition. Alors que nous avons la Russie qui s'efforce d'améliorer la route du tunnel de Salang au nord de Kaboul et qui propose également son aide économique au Pakistan. Et puis nous avons Moscou et Pékin qui s'entretiennent à propos de coopération militaire. Donc ça, ce sont des avancées des pions classiques pour la Russie en tant que gardien de la République, des républiques de l'Asie centrale et menée par la Chine dans la crainte des extrémismes islamistes de l'Ouïghour. Et aucun ne souhaite voir un fondamentalisme islamique plus fort dans l'Asie occidentale. Donc, il est intéressant de lire Brad Roberts dans son rapport de 2009, rapport brillant sur l'Agence de réduction de la menace des États-Unis. Il cite ce qu'il appelait un système d'armes de puissance d'armes nucléaires incluant l'Asie du Nord-Est, du Sud-Est, l'Asie-Pacifique occidentale, l'Asie du Sud et l'Asie centrale, mais excluant le Moyen-Orient et incluant les États-Unis, qui définit comme une puissance asiatique étant donné son rôle important dans la région.
Alors, j'ai lu aussi les écrits d'un autre érudit, Zenia Dormandy, qui est maintenant à Chatham House, mais qui appartenait au Conseil de sécurité et traitait de l'Asie du Sud-Est. Et il examine cet aspect stratégique sous un angle différent, parlant de la région Asie-Pacifique, et y incluant la Chine, le Japon, la Corée du Sud et tous les pays de l'ASEAN, plus l'Inde, la Russie, l'Australie et les Philippines, mais excluant le Pakistan. Mais bien sûr, incluant les États-Unis en tant que nation de la bordure du Pacifique, mais pas le Canada, même si je pense que le Canada souhaiterait s'associer également à ce club. Mais pour elle, elle dit que la région Asie-Pacifique serait la zone stratégique la plus importante, politiquement, économiquement, pour les décennies à venir. Et la BBC, à cet égard, vient de réorganiser répartition de ses journalistes pour assurer une section Asie-Pacifique de façon à ce qu'ils puissent analyser les nouvelles de partout, de l'Océanie au Pacifique, jusqu'à ce que nous appelons l'Australasie, c'est-à-dire l'Asie du Sud, ce qui n'est pas la même chose que l'Asie du Sud-Est, ni l'Asie du Sud. Donc, en fait, vous êtes peut-être tout aussi confus que moi dans tout cela. Mais je ne serais pas surpris parce que ce que ceci reflète, et j'essaye de capter l'esprit de certains écrits de Thérèse, ce que ceci reflète, c'est que notre choix de toponymie géographique peut inconsciemment refléter nos préférences en matière de politique. Et Thérèse a écrit une phrase très sage, que la vérité la plus importante est plus simple. Tout comme les scientifiques et les philosophes l'ont toujours dit, trop souvent, on ne voit que ce qu'on cherche. Alors, que faut-il en conclure en ce qui concerne l'idée de Thérèse sur ces questions? Tout d'abord, comme Brad le disait dans ses écrits, il faut rechercher les relations internes entre toutes ces sous-régions. Il s'agit d'une zone où la stabilité ne viendra pas de la gestion d'un certain nombre de relations bilatérales indépendantes. Et ce commentaire s'applique à différents aspects des relations de la Russie avec des États-Unis et de la Russie et OTAN, depuis que Moscou est consciente de l'accord nucléaire futur qui pourrait avoir du sens en ce qui concerne ces relations. Donc, pour la Russie, le traité INF ne semble pas être une si bonne idée que cela contre la constitution d'une puissance de missiles balistiques en Chine. Et de même, la position stratégique de l'Inde doit être analysée par rapport à la nécessité d'une dissuasion à la fois pour le Pakistan et la Chine. Donc, un certain nombre de choses qui minent la position stratégique de la Chine et qui amènent à la conclusion que le prix que les États-Unis pourraient avoir à payer pour la réduction du risque d'État voyou, c'est l'acceptation muette d'une vulnérabilité mutuelle entre les États-Unis et la Chine, comme c'est le cas entre les États-Unis et la Russie. Et une autre conclusion auquel on pourrait arriver, c'est que nous avons ici un exemple de ce que les physiciens ou les mathématiciens avec qui Thérèse aurait travaillé, ce qu'ils appelleraient un problème qui a plusieurs aspects, plusieurs corps. Il n'y a pas un simple calcul qui peut être utilisé pour définir une position stable du système, mais plutôt ce qu'il faut faire, c'est patiemment répéter, revoir plusieurs scénarios pour voir quels sont les impacts d'un changement dans une partie du système et comment il se répercuterait dans d'autres systèmes et comment ce changement correspondant se reflèterait sur la première partie du système et ainsi de suite. Donc, en matière de politique, il serait bon d'éviter d'avoir une association trop étroite entre ces domaines dans ce type de modèle dynamique. Et ce type de réflexion qui est inévitable
entraîne un danger qui n'est pas exprimé, un danger actuel. En faisant cette modélisation, les régions mettent l'accent sur le plus mauvais scénario qui s'auto-réaliserait. Ainsi, l'Asie, comme l'avait vu Thérèse, nous montre ce à quoi nous pouvons nous attendre si on renverse la situation après cette exceptionnelle période de bipolarité que nous avons expérimentée après la guerre froide. Donc la première conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que ce serait une erreur d'analyser les relations stratégiques uniquement en termes classiques dans lesquels on définirait le stratégique comme étant identique au nucléaire. Ce serait une erreur pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que en matière d'avantages stratégiques pour la sécurité nationale, il y a plusieurs aspects, y compris la puissance financière et économique. Un truisme que le Royaume-Uni a pris à ses dépens dans toute son histoire. Les ressources du monde sont en épuisement, les nations sont en concurrence pour des produits rares, pour le pétrole, pour l'eau, etc. Et dans le cas de la Chine, les minéraux étaient rares, qui sont un levier très efficace pour des pays comme le Japon lorsqu'ils pensent qu'ils ont été trop loin. Donc la Chine et l'Inde se battront pour l'eau, pour l'Asie du Sud-Est et du Soudan vers le Zimbabwe, une coopération entre les États qui s'efforcent d'acquérir des terres arables et cultivables. Et la course aux métaux précieux, puis la Chine qui s'est lancée dans une des plus grandes courses aux produits de base dans son histoire. Ceci coïncide avec un déclin, mais qui ne les concerne pas, car ils adoptent un point de vue à très long terme. Et puis plus fondamentalement, et ceci revient à la discussion que nous avons eue dans la première table ronde, je crois que Thérèse aurait pu souhaiter que nous nous souvenions que la logique de la détention, qu'il y a une logique à la détention des armes nucléaires, et qu'il y a de nouvelles règles pour la détention nucléaire par des États responsables. Et je dirais entre parenthèses que les principaux pays d'Asie sont des États responsables. Mais il y a certaines règles logiques. Et Michael Quinlan, dont le nom a déjà été cité, débattait très vigoureusement avec Thérèse à ce sujet. Et il avait l'intuition au début de l'âge nucléaire qu'un État responsable ne serait prêt à envisager l'utilisation de l'arme nucléaire que dans la situation passionnée d'une situation existentielle chaotique face à une défaite ou une perspective proche d'une défaite menaçante. Donc, d'où la demande de Thérèse d'étudier l'irrationnel. Et dans les termes utilisés par un autre commentateur, Sir Herman Bond, il disait une puissance nucléaire est une nation que l'on ne voudrait pas réduire au désespoir. Donc plutôt que de penser à un système d'armes nucléaires en Asie dans lequel les éléments de dissuasion sont bien équilibrés de façon à dissuader d'autres armes nucléaires, il faudrait revenir aux éléments fondamentaux, penser aux relations de puissance entre les États par rapport à l'armement nucléaire existant pour dissuader de conflits importants et non pas pour rendre au désespoir les nations. Il s'ensuit que nous devons, comme Thérèse nous avertissait de l'aide dans son article dans Survival, il faut s'efforcer de veiller aux relations entre la détention nucléaire et les principaux événements qui pourraient être des points d'allumage potentiel d'un conflit plus élargi. Donc vous avez tous votre propre liste. Thérèse décrivait Taïwan comme l'Alsace-Lorraine du XXIe siècle.
Moi, personnellement, je considère les perspectives d'un conflit important à propos de Taïwan comme improbables. Mais si les dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que les risques de faible probabilité se cristallisent et s'accomplissent parfois. Donc nous avons bien sûr le NSA, les assurances de sécurité et engagement de ne pas utiliser les armes nucléaires de la Chine par rapport à une puissance non nucléaire. Mais les Chinois disent que puisque Taïwan n'est pas, à leur avis, un État étranger, cette règle du NSA de non-première utilisation ne s'applique pas. Alors, il y a beaucoup d'autres situations de faible probabilité et de fort impact en ce qui concerne la région Asie-Pacifique. Surtout, comme je l'ai déjà mentionné, l'Asie occidentale, mais une réunification de la péninsule coréenne, laissant les armes nucléaires à la Corée, une confrontation importante à propos des ressources dans la mer de Chine, un conflit armé à propos du Cachemire ou du glacier Siachen, une confrontation navale importante dans la baie du Bengale, et même des conflits civils importants au sein de la Chine ou des conflits avec la Russie à propos du traitement de la population chinoise dans l'extrême-orient de la Russie. Ce sont des risques d'un type différent qui pourraient émerger également si la confiance dans le système de dissuasion nucléaire des États-Unis élargi allait faillir. Un point de vue qui a été bien défendu par Brad dans son document de 2009. Donc, comme Thérèse l'aurait dit, bienvenue au XXIe siècle. Et je voudrais conclure par une citation d'un passage qu'elle a écrit. Elle écrivait pour, je crois, nous rappeler à des stratèges comme nous-mêmes pour intellectualiser, disons, certains de ces arguments. Elle voulait nous rappeler qu'il y a plus, lorsqu'on est humain, il y a plus que cette possibilité de poursuivre, plus dans l'humain que cette poursuite matérielle. Et seule la réflexion et la mémoire nous donneront le pouvoir de voir le potentiel de nouvelles catastrophes dans la violence et la désorientation de notre époque. Cette réflexion et cette mémoire constituent la première étape pour les éviter. Puis elle poursuit, si les massacres du passé sont tabous, comment pouvons-nous condamner ceux d'aujourd'hui? Si les liens entre Pékin et Pol Pot sont censurés, comme ils l'ont été au procès des Khmers rouges, s'il n'y a pas d'effort sérieux pour confirmer le nombre de victimes de la révolution culturelle en Chine, si les archives du Goulag ou la guerre en Tchétchénie doivent toujours être protégés et parfois cachés par les autorités russes, que peut-on attendre de l'attitude de ces pays vis-à-vis des massacres à venir? Donc oui, en effet, je suis d'accord, l'Asie est le centre de gravité stratégique et c'est peut-être à propos de l'Asie que nous, à l'Ouest, autre concept culturel et non géographique, seront le plus mis à l'épreuve sur notre capacité à réconcilier l'idéalisme de la conscience avec la réelle politique des intérêts nationaux, comme Thérèse l'aurait souhaité. En effet, merci beaucoup. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Merci, David. Et je crois que nous allons pouvoir retirer de cette discussion certaines de vos réflexions. Notamment, j'ai pris note de votre description de ces problèmes qui ont des aspects multiples et les conclusions en matière de politique étrangère que l'on peut en tirer. Maintenant, je passe la parole à notre intervenant suivant. Bon, je tiens aussi à remercier chaleureusement Bruno Racine, Camille Grande et Denis Perved qui nous ont permis de nous retrouver et de rendre cet hommage vivant à Thérèse. Et puis, je dois aussi vous dire que je suis ici en représentant mes avis et mes opinions personnelles. Je ne suis pas là comme représente le gouvernement. Je tiens aussi à remercier David Oman d'avoir
parlé du document de 2009 en termes si élogieux. Et en fait, si vous me permettez, je voudrais mettre en exergue les points qui me paraissent importants de ce document qui découle d'un dialogue très nourri avec Thérèse qui se poursuit. Je voudrais donc mettre en exergue les points saillants. Le point de départ, c'est celui de David, l'article de Thérèse dans Survival, qui figure dans sa bibliographie, qui date de 1989. Un article dans lequel, comme David l'a noté, elle fait état des questions nucléaires les plus complexes qui pourraient se trouver en Asie. Je voudrais citer un peu plus avant qu'il l'a fait. Il y a deux questions nucléaires qui, pour l'instant, ont très peu attiré l'attention. D'abord, le fossé très important entre les perspectives asiatiques et occidentales à l'aube du troisième millénaire sur le plan nucléaire. Et deuxièmement, le rôle positif des armes nucléaires dans un contexte qui est vraiment très très loin de la période de la guerre froide. Voilà, donc à partir de là, il s'agit de comprendre ce que recoupent ces questions et d'informer le débat sur la question du nucléaire en Asie. Pour ma part, je mets l'accent sur trois grandes questions. D'abord, est-ce qu'il y a un problème nucléaire asiatique par opposition à une série de problèmes nucléaires en Asie? Deuxièmement, y a-t-il un ordre nucléaire asiatique? Et le cas échéant, est-ce qu'il est stable? Ensuite, bien sûr, il y a d'autres questions subsidiaires. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que l'on peut faire afin d'améliorer la stabilité? Donc, j'ai recueilli un certain nombre d'éléments en l'espace d'une dizaine d'années, entre l'article de 89 et l'article 2009, où on met en exergue les problèmes qui se posent en Asie sur le plan nucléaire. Et je voudrais vous donner 7 faits. Et d'ailleurs, il y a un facteur qui me fait toujours penser en souvenir à Thérèse. Elle faisait toujours des listes de 7, 8 ou 11 points, rarement se limitant à 3 points. Et alors, dans cet esprit si discipliné, elle perdait le compte. Et c'était quelque part une source d'humour pour moi que de constater que finalement, elle oubliait le nombre de faits qu'elle avait donné en premier. Voilà. Alors, d'abord, dans ce paysage asiatique, le premier, c'est le plus évident, c'est le fait qu'il y ait de nouveaux États nucléaires en Asie, en plus des deux premiers, à savoir la Chine et la Russie, c'est-à-dire la Chine et l'Union soviétique, au point où, aujourd'hui, l'Asie est sans doute le continent le plus nucléarisé. Ce qui constitue un fait distinct et manifeste. Deuxièmement, le potentiel d'une sorte d'effet domino ou en cascade de la prolifération en Asie qui se fait jour dans la sous-région. On le voit en Asie du Nord-Est, où l'on s'inquiète de l'impact à moyen terme du rôle de la Corée du Nord sur les choix à venir du Japon et de la Corée du Sud. Mais on en a l'illustration par ailleurs dans la carte de l'Asie, du fait qu'il y ait de ces points charnières. Troisième attribut, la portée stratégique la plus importante et la profondeur aussi plus importante de l'Asie sur le plan nucléaire. La portée, eh bien, on l'illustre de deux manières. L'évolution de la Corée du Nord, la possibilité de frapper les États-Unis avec des moyens nucléaires, c'est un fait non négligeable pour les États-Unis et c'est un fait stratégique aussi très important pour le Japon. Autre illustration, la réussite de l'Inde qui met en œuvre un missile balistique qui fait que les centres urbains de la Chine seraient apportés, ce qui crée aussi un fait stratégique nouveau. Là, je parle de portée stratégique et de profondeur stratégique. La profondeur, eh bien, très simplement, le fait qu'un grand nombre de pays qui se battent pour pouvoir avoir des forces de riposte et vont avoir à modifier leur stratégie de manière à devenir plus crédibles pour pouvoir
remplir leur rôle de pouvoir de dissuasion. Quatrième élément, la diversification des positions stratégiques. La plupart des acteurs nucléaires en Asie s'intéressent à la défense antimissile, s'intéressent aussi à des capacités de frappe non nucléaires, veulent aussi travailler dans le domaine du cyberespace. Ce n'est plus uniquement le problème du nucléaire qui doit être pris en compte. Cinquième facteur, l'apparition de nouveaux fournisseurs nucléaires. N'était que la partie émergée de l'iceberg, avant passer des grands États aux petits. Maintenant, eh bien, les choses vont un petit peu dans tous les sens, de manière tentaculaire. Sixième facteur clé, eh bien, le dynamisme de plus en plus important de la posture nucléaire des grandes puissances asiatiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? La meilleure illustration, c'est de prendre l'exemple de la Chine. Pendant des décennies, la posture de dissuasion était minimale. Il n'y avait pas d'utilisation de première frappe. Et maintenant que la Chine modernise sa doctrine de stratégie, sa capacité militaire, eh bien cela a une incidence aussi sur sa posture nucléaire, avec une montée en puissance et un phénomène de modernisation. Ce qui suscite de nouvelles questions pour la Chine quant à savoir ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Combien de sous-marins seront nécessaires? Thérèse y portait beaucoup d'attention. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de tel ou tel type d'armes? Pourquoi? Donc, il y a de nouvelles questions qui se font jour face à cette nouvelle posture stratégique. Bon, je pense que l'on peut dire la même chose concernant la Russie, l'Inde, les États-Unis. Comme David l'a dit, juste titre, si vous vous intéressez aux problèmes nucléaires, eh bien, il faut prendre les États-Unis en compte. Et la posture stratégique en Asie des États-Unis évolue au même rythme que le reste de notre posture stratégique. Et enfin, et en septième lieu, si on met l'accent sur le paysage de puissances émergentes importantes en Asie, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme pays dans cette liste. La plupart des pays connaissent une sorte d'ascension, un retour de pouvoir, comme dit la Chine. Il y a une nouvelle carte d'influence. Alors comment est-ce que tout cela va s'intégrer? Donc nous sommes dans une période extrêmement dynamique. Et pour en arriver à la question, aux questions que je pose, est-ce que le total est plus que la somme des parties? Eh bien oui, il y a un problème émergent nucléaire et non pas uniquement une série de petits problèmes émergents. Ce n'est pas véritablement un ordre nucléaire asiatique auquel on assiste, le système marqué par une dynamique très forte, par une plus grande complexité, en particulier lorsque l'on le compare à l'ordre bipolaire du passé. Le débat quant à la stabilité, très clairement, il a été évoqué dans un ouvrage de quelque 2008, je crois, 2009, de Tai Alakapa, qui s'appelle La longue ombre, et un volume sur l'avenir nucléaire de l'Asie. Et dans cet ouvrage, la thèse clé, c'est que les effets des révolutions nucléaires sur les conflits, ces effets sont universels, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve et quel que soit l'héritage de la civilisation dans laquelle on se trouve. Donc, bien sûr qu'il part du principe qu'en Asie, c'est un rôle positif puisque il y aura un effet stabilisant. Moi, je suis un peu plus sceptique et Thérèse, bien sûr, était encore plus sceptique. Pourquoi est-ce que moi, je suis sceptique? C'est que, pour ma part, il y a ce grand dynamisme dont je parlais et je crois qu'il suscite un certain nombre d'incertitudes. Si vous êtes un planificateur de défense à Pékin, à Moscou aujourd'hui, il faut prendre en compte ce qui se passe
en matière de posture américaine, mais la posture russe, la posture japonaise qui est faite sur la Corée du Sud, etc. Enfin, des facteurs extrêmement complexes qu'on n'avait pas à prendre en compte il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ce qui se passe dans l'environnement, c'est que, ma foi, il y a plus de grands risques, on est plus dans des situations de scénarios du pire qu'il faut prévoir que dans le passé. Ce n'est pas forcément la course aux armements, mais ce n'est pas particulièrement stable non plus. Et facteur de stabilité. Deuxième raison de cette incertitude, l'impact sur les relations internationales d'une concurrence de plus en plus importante dans le domaine militaire stratégique. Par exemple, les relations qui existent entre la Chine et la Chine et le Japon, et dans l'histoire, n'ont pas forcément été assombries par des questions de dissuasion nucléaire. Mais la question nucléaire devient de plus en plus importante entre le Japon et la Chine, puisque le Japon a introduit les défenses antimissiles dans sa posture militaire. La Chine a mis au point sa force de missiles balistiques à moyenne portée. Et on ne peut pas dire que les relations politiques s'améliorent grâce à tout cela. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison qui fait que ces relations soient tendues, mais ce que je veux souligner, c'est qu'on ne peut pas écarter l'importance de cette concurrence stratégique nouvelle dans le cadre des relations stratégiques existantes entre les pays asiatiques. Ce qui me préoccupe, ce sont les problèmes évoqués par David Oman. Si on recherche les sources d'instabilité de l'ordre nucléaire en Asie, une de ces sources, c'est la possibilité de voir qu'il y ait une perte de confiance dans les États-Unis en tant que garant de la protection. Alors, voilà, les partenaires de l'OTAN travaillent sur le réexamen de leur posture militaire. On vient de le faire, se livrer à cet exercice avec l'Europe. Les Japonais regardent tout cela avec beaucoup de scepticisme. Ils étudient de très près les indicateurs de confiance qui montrent le degré de confiance des Européens dans l'engagement américain, les engagements de l'Alliance transatlantique. Et s'ils perçoivent une perte, une déperdition de cette confiance, eh bien, ils s'inquiètent aussi de ce qui pourrait advenir du lien transpacifique. Ça ne concerne pas uniquement le Japon, ça concerne aussi la Corée du Sud, c'est important pour l'Australie également. Et quelque part, c'est aussi important pour la Chine. La Chine compte sur les États-Unis pour lui apporter une certaine stabilité, apporter en Asie une certaine stabilité. Et voilà, je n'ai pas été particulièrement convaincu par l'argument de Motoi Alagapa qui disait que l'ordre nucléaire en Asie allait forcément être stable. Tout comme Thérèse, je m'intéresse à la question de savoir et alors, ayant fait cette analyse stratégique, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Que doivent faire les nations pour essayer de façonner, d'influer sur la dynamique en œuvre? J'ai mené ces travaux, bien sûr, et j'ai eu vent d'un certain nombre de commentaires sur ce qu'il fallait faire. Alors, premier commentaire, première proposition, laissez faire. Nous avons d'autres problèmes, d'autres soucis, donc laissez passer. Alors, ce ne sera pas forcément catastrophique, donc ce n'est pas la peine de s'en inquiéter maintenant. Deuxième option, totalement opposée, voilà, le moment est venu de mettre un terme à la question nucléaire, la Corée du Nord, la Chine, etc. Malheureusement, c'est là, je crois, une prescription qui n'est pas forcément très utile. Troisième perspective, se protéger pour l'avenir. Oui, les choses vont se gâter, mais on ne peut pas faire grand-chose maintenant. Eh bien, essayons de consolider nos capacités existantes en matière de lutte antimissiles, etc., pour nous préparer à l'avenir. Quatrième orientation, faire concurrence, mais de manière très
agressive pour être sûr d'avoir l'avantage stratégique. Construire un système antimissile assez puissant pour se protéger de la Chine, être crédible vis-à-vis des ennemis dans la dissuasion, donc on l'a modifié conformément à cela, conforter notre présence militaire dans la région, de manière à ce que personne ne puisse penser que les États-Unis se désintéressent ou puissent être obligés de rentrer chez eux. Bon, j'essaie de trouver une autre manière de parler de cela, la réduction de la force par anticipation. Mais il faut essayer soit d'accroître, soit de réduire les forces en présence. Comment essayer de réduire les pressions qui vont dans une direction ou dans l'autre. S'assurer que les régimes de non-prolifération ne s'écroulent pas, parce que si c'est le cas, eh bien, nous n'aurons plus de cadre pour agir en Asie. Nous assurer que les contrôles des armements entre la Russie et les États-Unis continuent d'exister, parce qu'il n'y a pas de limite du côté russe. Le premier risque, la première chose, ce sera un redéploiement et essentiellement contre des cibles asiatiques de la part de la Russie. Encourager aussi une plus grande retenue de la part de la Chine, faire participer la Chine, peut-être pas de manière formelle dans le cadre de la maîtrise des armements, mais de manière informelle pour que la Chine comprenne ce qui constitue un niveau suffisant, les implications pour la politique française, une question qui a été posée par François. Là, j'ai le sentiment de soutenir ces initiatives. Bon, c'est la réponse simple. Nous avons une réunion importante en matière de lutte contre les armements pour l'administration Obama. Encourager la Russie à réduire le nombre de missiles dans l'environnement européen. Et avant, dans le cas de l'Alliance, on pensait qu'il suffisait d'enlever les ogives qui étaient dans la partie occidentale de la Russie et le replacer dans la partie orientale. Non, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas comme cela qu'on arrivera à régler les problèmes. Donc, quelle est la différence du paysage nucléaire asiatique, pour revenir à la première question par rapport au paysage transatlantique? Bon, la réponse simple, c'est il est très différent. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un rôle asiatique en matière d'armes nucléaires? Là, je ne suis pas d'accord avec la proposition à la CAPA. Est-ce que l'ordre asiatique, il est stable? Il est moins qu'on le souhaiterait. Et Thérèse a beaucoup aimé ce travail. Elle adorait l'analyse stratégique, nous le savons tous. Il y a une partie de ce document qu'elle n'aimait pas du tout, parce qu'elle disait qu'il ferme les yeux sur les différents types de régimes existants, qui part du principe que les armes nucléaires en position de Corée du Nord, sont exactement les mêmes que celles que pourraient avoir le Japon et les États-Unis, et qui part du principe qu'il n'y a pas de problème d'irrationalité, qu'il n'y a pas de mentalité totalitaire en Chine ou ailleurs, et elle avait raison. Et si vous pensez que je viens de brosser un tableau très sombre, eh bien moi je pense qu'elle avait une vision encore plus sombre. Merci beaucoup de ces réflexions très utiles. Je pense que Thérèse aurait été particulièrement intéressée par ce que vous avez eu à dire concernant la diversification des postures stratégiques, et je pense que sur les 7 points que vous avez donnés, c'est sans doute l'un des éléments qui ressort et qui fait d'ailleurs que l'Asie est très différente des autres acteurs plus traditionnels, et en particulier dans le domaine de la guerre froide. Deuxième point, celui des relations existantes entre les perceptions japonaises, coréennes et chinoises sur le rôle des États-Unis, des garanties qu'offrent les États-Unis et qui dépendent des garanties perçues par les Européens. Voilà, je passe la parole maintenant à Rakesh Sood. Merci. Permettez-moi
tout d'abord remercier Bruno et Camille pour m'avoir invité à participer et me joindre à vous tous dans l'hommage qui est donné à Thérèse. Je l'ai rencontrée il y a plus de 20 ans et à l'époque, je travaillais sur les négociations sur les armes biologiques et chimiques. Et graduellement, petit à petit, lorsque je suis rentrée après ces négociations, lorsque je suis rentrée à mon ministère au siège, et ceci juste après la fin de la guerre froide, et dans certains sens, c'était également l'époque où il y avait davantage d'intérêt pour l'Asie et les problèmes de l'Asie. C'était le sujet qui était mon sujet au ministère et on a commencé à se rencontrer davantage à différentes conférences avec Teresa Delhi où elle était invitée régulièrement par les think tanks et les ateliers sur la sécurité ainsi qu'ailleurs en Europe où moi-même je venais de temps en temps. Il importe peu que nous le voyons comme une construction géographique ou civilisationnelle. Le fait est que ce qui se passe aujourd'hui est une résurgence en Asie. Une partie, c'est la partie économique, mais je pense que l'autre partie également est représentée par la politique. Lorsque vous voyez les articles aujourd'hui publiés sur le modèle chinois, pour ainsi dire, le capitalisme de l'État, et la Russie est attirée par le modèle chinois, et je pense que ce que nous voyons, c'est qu'il y a également une résurgence politique. Il y a une quinzaine d'années, sinon plus, Singapour a commencé à parler. Lee Kuan Yew, l'ex-premier ministre, et Kishore Mahbubani ont commencé à parler d'un modèle asiatique qui était également lié. Aujourd'hui, les choses se sont plus durcies pour avoir moins comme le modèle chinois. Il y a également cette résurgence civilisationnelle de l'Asie. Ce que nous allons voir, c'est un monde bien différent dans le XXIe siècle par rapport au monde bipolaire qui, en général, si vous regardez les choses historiques mondiales, la notion de la bipolarité a été une aberration plutôt qu'une norme, plutôt que la norme. À l'exception, bien sûr, nous avons traité de ce sujet, nous en sommes plus familiers et je pense que Thérèse l'a vu de façon très claire. Dans cette manière historique. Donc, lorsque nous parcourions la liste des domaines potentiels de difficultés ou des problèmes, vous pouviez commencer avec le Moyen-Orient ou cette partie du monde. On pouvait regarder le Golfe Persique ou l'Afghanistan, qui est entre l'Asie centrale d'un côté, l'Asie du Sud de l'autre, et le Golfe Persique de l'autre, couvrant ces trois domaines. L'Inde, le Pakistan, évidemment, la Chine, Taïwan, les mers de Chine du Sud, la péninsule coréenne. Nous avons déjà entendu parler des préoccupations japonaises. Et à cela s'ajoute la Russie comme un pays asiatique, effectivement, tout comme un pouvoir européen, et un pivot américain que nous voyons. Donc en tout, je pense que si nous devions parcourir ce catalogue, je pense qu'il y a suffisamment pour garder occupée la communauté des stratèges pour des décennies à venir. Mais ce qui était également intéressant, c'est que Thérèse, dans cette partie du monde, était une des premières penseurs stratégiques à commencer à regarder les défis que représentait l'Asie.
quelles que soient les raisons, en Europe continentale, je n'en vois pas beaucoup de personnes qui regardent les questions de stratégie de l'Asie comme devenant des questions stratégiques clés du XXIe siècle. Et alors que nous en avons parlé de plus en plus, et elle qui voulait savoir davantage sur l'histoire compliquée de la région, que ce soit l'Afghanistan, l'Iran, le royaume perse de l'Avent, ou l'Inde et le Pakistan, et l'histoire de la partition torturée. L'une des choses qui était étonnante, c'est que lorsque je lui demandais si vous voulez comprendre cette partie du monde, il faut commencer à lire la mythologie de l'Asie du Sud ou la mythologie indienne, car la façon de penser est différente. Elle était très enracinée dans les classiques par son éducation dans la pensée occidentale, la religion, la musique, ainsi que toutes les sensibilités civilisationnelles que cela représente. Mais elle était plus qu'heureuse de pouvoir qu'on lui présente, qu'elle soit inculquée de ce qu'on peut appeler son penchant pour l'Asie et le focus dans ses intérêts pour l'Asie. Elle était intéressée par la philosophie bouddhiste, les idées bouddhistes, qui était une façon de regarder le Japon, la Chine et ailleurs. Son intérêt pour la musique de cette époque, le théâtre bouddhiste, le bouddhisme tibétain est devenu un de ses centres d'intérêt, et tout comme les épopées telles que le Mahabharata, avec ses complexités et manque d'absolutisme moral, est devenu une question importante de débat, car Thérèse, après tout, avait un compas moral très important, et c'est la raison pour laquelle elle aimait tant la discussion, et c'est la raison pour laquelle elle aimait tant le débat et prenait de force les contradictions. Si vous rappelez les deux thèmes qui le définiraient dans la première séance, c'est le retour au barbarisme et le risque des armes nucléaires. Les deux étaient des thèmes qui étaient reliés dans son écriture, dans sa pensée. Dans les deux, si vous remarquez, il y a également, vous savez, elle pouvait affronter les contradictions dans ces deux domaines facilement, car elle avait un sens de l'humanité et un compas moral, un sens moral très important. Elle ne se détournait pas de ces contradictions. Et lorsqu'on lui a présenté la façon de réfléchir, enfin une réflexion asiatique, il n'y a pas une pensée unique, mais que ce soit les Iraniens et ceux qui ont traité avec les Iraniens pour les négociations avec les Iraniens diront facilement « Ah, c'est pas très facile ». Les négociations avec l'Israël, la Palestine, le Moyen-Orient feront le même commentaire. Ceux qui traitent avec l'Inde et le Pakistan, beaucoup d'entre vous ici diraient la même chose. Et je pense que le même pour ceux qui ont à traiter avec la Chine. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une façon asiatique de réfléchir, mais quelles que soient ces différentes façons en Asie, c'est différent par rapport à la façon de réfléchir en Occident, la réflexion occidentale. Même si on va plus en détail, on trouvera même les différences entre la façon de réfléchir à l'allemande, à la française, etc. Mais
Pour Thérèse, il y a une différence entre la pensée occidentale et orientale, c'est la capacité de ne pas rentrer dans les absolus. Et c'était quelque chose qu'elle a commencé à apprécier au fur et à mesure, elle devenait de plus en plus impliquée en Asie. Cela voulait dire que les solutions pour les problèmes asiatiques ne suivraient pas nécessairement des schémas que nous avions vu évoluer dans une période bipolaire en Occident. Lorsque j'ai eu le privilège de travailler avec elle sur certains de ses projets de texte, lorsqu'elle préparait son dernier livre sur la dissuasion nucléaire, des fois, elle se fatiguait et avait le sentiment que je ne vais plus faire des changements que les rédacteurs me demandent de faire. Alors on parlait et je pensais que finalement le point qu'elle prenait en compte, qui était très important, et ce qui est un point fort dans cette œuvre, comme l'a déjà été dit, de réexaminer ou de regarder la dissuasion nucléaire à tout âge. Elle utilise le terme piracy, piraterie, dans tout âge de asymétrie, car lorsqu'on voit comment marche la dissuasion nucléaire, c'est dans une époque de symétrie. Et avec le temps, ce qui se passait avec l'Union soviétique, c'est que ça n'a pas commencé comme un pouvoir statu quo de l'Est, mais dans l'âge nucléaire est devenu un pouvoir statu-quoesque. Et lorsque vous regardez l'asymétrie, vous regardez un grand nombre de joueurs qui sont des pouvoirs non statu-quoesques. Et je pense qu'en outre de l'espace, le cyberespace et la sécurité, réexaminer la situation nucléaire dans une période d'asymétrie et à l'époque de nouvelles menaces, voilà comment je décrirais son dernière œuvre, qui je pense est très important. Et d'ailleurs est pertinent non seulement au niveau mondial, mais tout à fait pertinent pour l'Asie, pour des raisons que David et Brad ont évoquées, car il montre la multiplicité des caractères et l'asymétrie des caractères au sein de la région, ce qui est un élément très important. Alors, parmi les questions que l'on discutait pour ce qui est de l'Asie, c'est l'Inde et la Chine, la question de l'Inde et la Chine et l'Inde et le Pakistan. Comment le dialogue avec le Pakistan est entretenu et qu'est-ce qui peut être fait pour l'améliorer? Et je pense que l'une des choses qui l'a fasciné, c'était la différence dans les styles de négociation. Et l'autre, la question indo-chinoise et les différences. Pourquoi est-il que l'émergence de la Chine qui crée de l'appréhension, alors que les gens parlent de l'Inde qui grandit, mais les gens ne sont pas très préoccupés, angoissés? Alors, à part tous ces sujets, il y en avait un autre dont nous n'avons pas évoqué, qui ne fait pas partie de ce sujet, mais dans les 3, 4, 5 derniers mois avant son décès, la question qui vraiment l'a travaillé beaucoup, et je vais vous la soumettre pour votre travail dans l'avenir, était la paralyse politique de la démocratie et les risques que cela pose. Et cette paralysie de la politique est vue dans plus d'une démocratie. Nous avons vu des exemples l'année dernière, par exemple, nous avons vu lorsque le gouvernement américain sur l'impasse budgétaire, nous en avons vu des exemples en France, au Royaume-Uni, et un grand nombre de pays, nous en voyons même des exemples en Inde. Mais c'est quelque chose qui l'a préoccupé de plus en plus, car se demandait
Comment traite-t-on cette question de la paralysie en matière de politique? Démocratie, nous avons vu les différences dans les pourcentages de scrutin qui ne sont pas plus de 3 ou 4%. Ce n'est pas qu'une personne devient président ou Premier ministre avec 52% de majorité et 48% deviennent des opposants. Le succès de l'expérience démocratique a toujours été de prendre ces 48%, à les faire venir vers le terrain au centre, élargir l'espace au centre. Et en fait, ce que nous voyons, c'est que cet espace au centre est de plus en plus inoccupé. Dans chaque élection, nous voyons que nous allons plus d'abord vers la gestion des extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche, et avec davantage de polarisation et la incapacité d'occuper l'espace au centre, menant vers une paralysie des politiques. Si elle était là, je suis sûr qu'après son œuvre sur la dissuasion, ça sera sur rectifier la paralysie politique dans la démocratie. Donc, je vous laisse avec cette dernière idée. Je vous remercie encore une fois du privilège d'être invité à parler devant vous. Merci.